On se souvient toutes et tous de cette ambiance incroyable en Algérie en 2010. Ah oui, et l'euphorie totale. La qualification pour la Coupe du Monde, Durman. C'était électrique. Une ferveur nationale incroyable. Et c'est pile à ce moment-là, sur cette vague, que le football professionnel algérien a été lancé. Peut-être un peu précipitamment. C'est une des questions, oui. Aujourd'hui, on va justement se plonger dans les 10 premières années de cette aventure, de 2010 à 2020. Et pour ça, on s'appuie sur une source assez solide, un bilan officiel. Oui, un document qui revient sur cette décennie. L'objectif, c'est de comprendre comment on est passé de l'amateurisme au professionnalisme, quel rôle l'État a joué, quels ont été les freins, les défis. Et surtout, quel bilan après 10 ans. Voilà, parce qu'il y a une tension intéressante quand on lit ça, beaucoup d'ambition au départ, beaucoup d'argent public aussi. Ah oui, des moyens conséquents. Mais des résultats qui semblent, mitigés d'après ce rapport. Bon, alors allons-y, décortiquons tout ça. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'idée du professionnalisme, elle n'est pas née en 2010. Non, pas du tout. Il y avait déjà eu une tentative, une ordonnance en 1995, mais bon, ça n'avait pas vraiment pris. C'est resté lettre morte, en gros. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est une directive de la FIFA de 2007. Oui, la circulaire numéro 1128. Elle imposait aux clubs de passer pro pour jouer les compétitions internationales. D'accord, donc une obligation qui venait d'en haut, du niveau international. Exactement. Mais, et c'est un point crucial que le rapport souligne bien, Oui, la FIFA, via la CAF, la Confédération africaine, avait accordé un délai jusqu'à 2012. ah d'accord, donc il y avait 2 ans de marge potentiellement. Oui, 2 ans pour préparer le terrain, si on peut dire. Préparer les clubs, les structures, la réglementation. Et au lieu de ça, Et au lieu de ça, l'Algérie a foncé, dès 2010, portée par l'euphorie de la qualification, Durman, tout ça. on a surfé sur la vague populaire. Voilà. On a surfé sur l'émotion, mais peut-être un peu au détriment d'une préparation méthodique. Une décision prise un peu dans la précipitation, donc. Et concrètement, sur le terrain, pour les clubs, ça a donné quoi, ce changement? Ça a donné une transformation radicale, et surtout très soudaine. C'est-à-dire? Les clubs, qui étaient jusque-là des associations sportives amateurs, des CSA, Oui, sous la loi sur les associations. exactement, la loi 12.6, du jour au lendemain, ils sont dû devenir des sociétés sportives par action, des SSPA. SSPA, d'accord. Et là, c'est plus le même monde, j'imagine. Ah non, plus du tout. Une SSPA, ça dépend du code de commerce. C'est une entreprise, quoi. Et ça veut dire quoi concrètement, au-delà du changement d'étiquette? Ça veut dire une logique complètement différente. Le code de commerce, c'est la recherche de rentabilité. C'est la responsabilité juridique et financière des dirigeants. Des actionnaires aussi, j'imagine? Des actionnaires, bien sûr. Des obligations comptables, fiscales, beaucoup plus strictes. C'est un cadre très, très contraignant par rapport au monde associatif. Et les dirigeants de l'époque, ils étaient prêts à ça? C'est là que le bât blesse, d'après le rapport. Ces dirigeants, issus pour la plupart du mouvement associatif, sont devenus subitement des administrateurs, des gestionnaires d'entreprise. Sans forcément avoir la formation ou l'habitude. Exactement. Souvent sans maîtriser les codes, les outils, les exigences de ce nouveau statut. Et le rapport dit clairement que beaucoup ont conservé leurs anciens réflexes de gestion amateur. Ce qui a dû créer pas mal de problèmes dès le départ. Énormément de dysfonctionnements, oui. C'était quasi inévitable. On imagine le choc culturel et administratif. Alors, face à cette transition un peu forcée et visiblement compliquée, comment l'État a réagi? Il a laissé les clubs se débrouiller seuls? Ah non, pas du tout. Au contraire même. L'État était bien conscient des difficultés, je pense. Et donc? Et donc il a mis en place un gros dispositif de soutien. Financier, matériel. C'était décidé dès 2010, via un conseil interministériel. L'objectif était clair. Accompagner, aider les clubs à se structurer. Un gros dispositif, vous dites? Ça se traduisait comment? Quel genre d'aide, concrètement? Alors, il y avait plusieurs mesures assez marquantes. D'abord, l'attribution de terrains aux clubs. Des terrains? Pourquoi faire? Pour construire leur propre centre d'entraînement et de formation. Des parcelles de 2 à 3 hectares. Ah oui, quand même. Et attention, le prix. 1 dinar symbolique le mètre carré. L'idée, c'était vraiment d'inciter à investir dans la pierre, dans le durable. 1 dinar le mètre carré, c'est donné, quoi. C'est clair. Et pour financer la construction de ces centres, il y avait aussi des prêts bancaires spéciaux. Ah oui, Taux d'intérêt très bas, 1%, remboursable sur 15 ans, et avec un différé de paiement de 10 ans. 10 ans de différé, c'est énorme. Ça montre une vraie volonté d'investir sur le long terme, non? Sur le papier, oui, absolument. L'intention était là. Et il y avait d'autres choses. Oui, oui. L'État a aussi donné 10 millions de dinars à chaque club pour acheter un bus. Un bus flambant neuf pour chaque club pro. Voilà. Et ce n'est pas tout.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, le MJS, prenait en charge une partie des salaires des entraîneurs des jeunes catégories. Pour encourager la formation. C'est ça. Et aussi 50% des frais de transport aérien pour les clubs qui jouaient les Coupes d'Afrique. Donc oui, on peut dire que l'État a vraiment mis la main à la poche. Carrément. Le paquet était mis pour accompagner ce lancement. Et tout cet argent, toutes ces aides, comment c'était géré? Il y avait un système centralisé? Oui, et c'est un point essentiel du dispositif. On a créé un compte d'affectation spéciale, le fameux CAS. CAS. Compte d'affectation spéciale numéro 30235, son nom officiel. Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football. En gros, c'était la pompe à finances principale de l'État vers les clubs. D'accord. Et ce CAS, il finançait quoi exactement? Toutes les aides dont on vient de parler? Une bonne partie, oui. Il était organisé en plusieurs chapitres de dépenses. Il y avait un fonds de roulement annuel pour chaque club. Un fonds de roulement, c'est-à-dire de l'argent pour les dépenses courantes. Exactement. Au départ, c'était 25 millions de dinars par an et par club. Assez conséquent. 25 millions. Pour donner une idée, ça représente quoi par rapport au budget moyen d'un club algérien à cette époque? Non, le rapport estime qu'un club de Ligue 1 ou Ligue 2 avait un budget annuel moyen entre 200 et 400 millions de dinars, donc 20 à 40 milliards de centimes. Donc 25 millions, c'est pas négligeable du tout. Non, c'est une part significative, surtout que c'était une source de revenus régulière et garantie par l'État, à côté des apports des actionnaires, du sponsoring qui est souvent aléatoire. Oui, ça dépend des saisons, des résultats. Voilà, et puis les droits TV et la billetterie. Donc ce fonds de roulement du CAS, ça a été une vraie perfusion financière pendant 9 ans. 9 ans, d'accord. Et ce KS, il finançait autre chose que ce fonds de roulement. Oui, il y avait aussi une aide pour l'hébergement des jeunes talents, des U14 au U21, pour encourager la formation. Il prenait en charge 50% des frais de déplacement en avion, que ce soit à l'international ou même sur le territoire national. Ah, même les déplacements nationaux. Oui, 50%. Et enfin, il finançait l'achat des fameux bus pour les nouvelles SSPA. D'accord. Un système de soutien très complet, donc. Et globalement, ce CAS, il a bien fonctionné, hein. L'argent prévu a été réellement dépensé, utilisé par les clubs. Alors, c'est là que ça devient intéressant, pour rester poli. Ah, Qu'est-ce que dit le bilan financier? il est assez révélateur. Entre 2010 et fin 2014, ce CAS a encaissé plus de 12 milliards de dinars. 12 milliards. C'est énorme. Oui, et sur les saisons qui vont de 2010-11 jusqu'à 2017-18, il a dépensé un peu plus de 7 milliards. Attendez. 12 milliards de recettes, 7 milliards de dépenses. Ça veut dire qu'il restait beaucoup d'argent. Exactement. Au 31 décembre 2018, le rapport indique un solde positif de plus de 5 milliards de dinars. 5 milliards de dinars. Qui dorment sur un compte alors que le foot pro est censé avoir besoin d'argent pour se développer. C'est fou, non? C'est pour le moins surprenant, oui. Et comment on explique ça? Pourquoi cet argent n'a pas été utilisé? Eh bien, le rapport explique que c'est justement ce solde important qui a conduit au blocage des crédits entre 2015 et 2018. C'est paradoxal. L'argent est là, mais on ne le donne plus parce qu'il en a trop. C'est un peu ça, oui. L'administration a bloqué les versements. Malgré ça, la volonté politique de soutenir les clubs semblait toujours là, puisque le financement du fonds de roulement a été prolongé pour 4 ans de plus, jusqu'en 2022. Donc on prolonge le dispositif, mais en même temps, on bloque les paiements. Voilà. Et le rapport mentionne aussi qu'en 2019, des blocages administratifs sont apparus pour certains paiements, des demandes de déblocage qui coinçaient entre les différents ministères. La machine commençait sérieusement à grincer. Ça donne une impression de gestion un peu chaotique, non? On lance un soutien massif, puis on freine parce que l'argent s'accumule, tout en prolongeant le système. Ça pose des questions sur le suivi, l'efficacité réelle de ces aides. Tout à fait. Et ça nous amène directement à l'un des points noirs majeurs soulignés par ce bilan, les infrastructures. Ah oui, les fameux centres d'entraînement et de formation. On en parlait tout à l'heure, terrain donné, prêt avantageux. Qu'est-ce qu'il en est advenu 10 ans plus tard? Eh bien, le constat du rapport est, brutal. Après 10 ans, ces centres n'ont quasiment pas vu le jour. Quasiment pas. Mais c'est pas possible. Avec toutes les facilités accordées, les clubs n'en voulaient pas, ou qu'est-ce qui s'est passé? Le document met en avant plusieurs raisons officielles. La rareté du foncier disponible dans certaines wilayas, la complexité des démarches administratives pour obtenir les actes d'affectation définitifs.
La fameuse bureaucratie. Voilà. Il avait aussi au début des règlements peut-être pas tout à fait adaptés sur la taille minimum des terrains, qui a d'ailleurs été augmentée de 2 à 3 hectares en 2014. D'accord, des freins administratifs et réglementaires. Oui. Et il y a même eu une tentative pour débloquer la situation, une enveloppe spéciale de 350 millions de dinars par club pour 21 clubs dans une première phase. 350 millions par club, en plus du reste. Oui, un montant global de presque 7 milliards de dinars. Mais cette opération a été gelée par le Premier ministre en 2015. Encore un gel. D'accord, la bureaucratie, les décisions politiques, mais est-ce que ça suffit à expliquer un tel échec? 10 ans sans construire ces outils jugés essentiels. Le rapport suggère autre chose. Oui, clairement. Au-delà de ces justifications, le rapport pointe du doigt un manque criant de suivi et de contrôle de ces projets. Le contrôle encore. L'argent était là, ou en tout cas prévu, les terrains en théorie attribués, mais sur le terrain, rien ne sortait de terre, ou très peu. Et sans contrôle efficace, Personne ne s'en est vraiment inquiété à temps. c'est ce que ça suggère. Et les conséquences sont directes et graves pour le foot algérien, selon le rapport. C'est-à-dire, Pas de centre de formation performant, donc pas de réservoir de jeunes talents locaux. Résultat, les clubs dépendent de plus en plus du recrutement extérieur, souvent coûteux. et ça fait monter les prix pour les rares bons joueurs locaux. Exactement. Une surenchère qui plombe encore plus les finances des clubs. C'est un vrai cercle vicieux. Manque d'infrastructures, manque de formation, surenchère, difficultés financières. C'est logique vu comme ça. Et il me semble que le rapport va même un peu plus loin sur l'utilisation de l'argent qui était, lui, bien disponible. Oui, il y a une allégation assez sérieuse en effet. Laquelle? Le document affirme que certains clubs auraient utilisé l'argent qui était spécifiquement destiné à l'achat du bus. Oui, Pourquoi faire? pour payer les salaires des joueurs. Ah oui, quand même. Détourner l'argent d'un investissement matériel pour du fonctionnement courant, voire des salaires élevés. Si c'est avéré, c'est extrêmement symptomatique. Ça montrerait une gestion à très court terme et un mépris total des objectifs de structuration à long terme qui étaient derrière ces aides. L'argent était là, mais il n'allait pas forcément où il devait aller. Ce qui nous amène logiquement, et c'est peut-être le point central de tout ça, à la question du contrôle. Qui surveillait l'utilisation de cet argent public massif? Qui vérifiait que les objectifs étaient atteints? Eh bien, c'est là qu'on touche à ce que le rapport appelle, je cite, l'une des grandes tares du système mis en place. Une tare. Carrément. Oui, le mot est fort. Au moment où on a lancé le professionnalisme en 2010, aucune structure nationale de contrôle de la gestion des clubs professionnels n'était réellement opérationnelle. Aucune. Mais pendant combien de temps ça a duré, cette absence de contrôle? Accrochez-vous, pendant presque 10 ans. 10 ans. Sans contrôle. C'est à peine croyable. C'est pourtant ce que dit le rapport. Alors attention, les textes, eux, prévoyaient bien une instance de contrôle. Un arrêté du MJS dès 2010, la loi sur le sport de 2013, les statuts de la FEDEF, tout ça mentionnait la nécessité d'un organe de contrôle financier. Mais entre le texte et la réalité, Il y a eu un gouffre. Cette structure n'est devenue réellement fonctionnelle que très très tard dans la décennie. Bien trop tard. mais c'est fou. Comment peut-on engager une réforme aussi importante, injecter autant d'argent public, changer radicalement le statut des clubs, sans mettre en place dès le départ un garde-fou, un système de surveillance efficace? C'est la question fondamentale que soulève ce bilan, même s'il ne le dit pas aussi directement. Cette absence de contrôle qui a duré si longtemps était une porte ouverte Une porte ouverte à quoi? à tous les dysfonctionnements qu'on a évoqués. La mauvaise gestion héritée de l'amateurisme qui perdure, les difficultés d'adaptation au nouveau cadre SSPA qui ne sont pas accompagnées, les dérives financières potentielles, comme l'histoire du bus. Tout ça a pu s'installer et durer des années sans qu'aucune alerte sérieuse ne soit lancée au bon niveau. Donc, le manque de contrôle, c'est un peu la clé qui explique pourquoi, malgré l'argent, ça n'a pas donné les résultats espérés. C'est un facteur absolument essentiel, oui. Sans contrôle, difficile d'évaluer, de corriger le tir, d'accompagner vraiment. On naviguait un peu à vue. D'accord. Bon, alors si on essaie de faire un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu, basé sur ce rapport, Oui. on a une professionnalisation lancée en 2010, dans un contexte d'euphorie nationale. Une ambition forte, soutenue par un engagement financier massif de l'État via le CAS notamment. C'est le côté positif, l'intention de départ. Exactement. Volonté politique et moyens financiers étaient là. Mais de l'autre côté, le bilan après 10 ans, tel que présenté ici, est beaucoup plus sombre.
Une transition trop rapide, précipitée. Oui, sans préparation suffisante, Des clubs et des dirigeants pas vraiment armés pour passer au monde de l'entreprise du jour au lendemain. avec des réflexes d'amateurs qui persistent. Un échec cuisant sur le volet crucial des infrastructures, les centres de formation qui manquent cruellement. Un point noir majeur, oui. Et par-dessus tout ça, comme une chape de plomb, cette absence quasi totale de contrôle efficace pendant quasiment toute la décennie. C'est bien ça le tableau, hein. C'est exactement le tableau qui ressort de la lecture de ce bilan officiel. Il met en lumière un décalage, un fossé même, entre l'argent investi et les résultats concrets sur le plan structurel. L'argent n'a pas suffi. Clairement pas. Les bonnes intentions et les milliards ne peuvent pas tout si derrière l'exécution, le suivi et surtout le contrôle ne sont pas au rendez-vous dès le départ. L'absence de ces mécanismes de contrôle et d'accompagnement adaptés, c'est vraiment le talon d'Achille de toute cette opération sur cette période 2010-2020. Ça montre bien qu'une réforme comme ça, passer du monde amateur au monde pro, c'est pas juste un décret et un chéquier, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus. Ça demande une vision claire, une méthode rigoureuse, un pilotage constant et une capacité à ajuster en cours de route. L'expérience algérienne de cette décennie est de ce point de vue très instructive sur les écueils à éviter. Une leçon apprise peut-être un peu tardivement. C'est possible. Mais c'est important de tirer ces leçons. Et peut-être pour finir, ouvrir sur une réflexion qui va un peu au-delà de ce bilan financier et administratif. On a beaucoup parlé d'argent, de terrain, de statut. C'est essentiel, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la vraie difficulté, le vrai défi d'une telle transformation, ce n'est pas aussi, et peut-être surtout, un défi culturel ? Culturel. C'est-à-dire? Changer les mentalités, changer la culture de gestion au sein même des clubs, faire évoluer les habitudes, les réflexes, passer d'une logique associative, parfois basée sur le bénévolat, l'affectif, à une logique d'entreprise avec ses exigences de rigueur, de planification, de transparence. Et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. Exactement, c'est un chantier de fond, un chantier immatériel. On peut mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles règles, mais si les mentalités ne suivent pas, si la culture de gestion ne change pas en profondeur, Le système risque de continuer à fonctionner sur les anciens schémas, même avec une nouvelle étiquette. voilà. C'est peut-être là que se situe l'un des enjeux les plus profonds et les plus difficiles à adresser pour la réussite à long terme d'une telle professionnalisation. Une question à méditer, au-delà des chiffres.